Retrouvez dans un instant la poétesse, artiste et traductrice japonaise Ryoko Sekiguchi à la librairie Ombre Blanche, mardi 10 février 2026, autour de la parution de Venise 1000 fleurs aux éditions POL, en dialogue avec le libraire Joël Rénal. Un roman pour appréhender l'âme végétale de Venise à la faveur de l'herbier d'Hilaria, botaniste vénitienne du XIXe siècle, et une enquête sur celles et ceux qui défendent une Venise irriguée par la nature, cuisinier militant, apiculteur de la lagune, navigatrice octogénaire. Bonne écoute. Eh bien, bonsoir à tous, merci d'être venus. Merci bien évidemment à Madame Ryoko Sekiguchi d'être là pour nous parler de son dernier livre publié, un peu comme d'habitude, j'allais dire, aux éditions POL. Il y a écrit roman dessus, donc c'est un roman, il faudra s'en souvenir. Même, je crois que c'est écrit sur tous les livres chez POL, un roman, il me semble. Non, pour moi, c'est la première fois. Ah bon ? Je suis primo-romancière. Une primo-romancière. Eh bien, on ne dirait pas, parce qu'à le lire, il y a un art consommé dans ce roman. On ne dirait absolument pas que c'est votre premier roman. Et bon, quoi qu'il en soit, merci d'être là. Je crois qu'on ne va pas trop vous présenter. Vous avez écrit beaucoup de romans qui ont quand même eu beaucoup de livres qui ont eu beaucoup de succès. Vous êtes écrivaine, vous êtes maintenant romancière, vous êtes traductrice, vous êtes un peu cuisinière aussi, vous êtes une grande passeuse de concepts qui évoluent entre le Japon, l'Europe, et vous êtes bientôt l'autrice, une dramaturge, puisque vous êtes en train de travailler sur une œuvre radiophonique. Donc, voilà, en gros, ce qu'on peut dire de vous, de votre carrière jusqu'à présent. Est-ce que j'ai oublié quelque chose de vraiment important ? Pas du tout, c'est très bien. Alors, si on rentre dans le vif du sujet, et Dieu sait si le sujet est vif, en tout cas, peut-être pas vif, mais en tout cas très vivant, c'est un livre vraiment très très vivant. Vous dites que suite à votre livre à peu près précédent, 961 heures à Beyrouth, vous avez eu envie d'écrire à nouveau sur une ville. Et je le cite, alors là pour le coup je vais vous citer mot pour mot parce que la phrase est très très belle. La rencontre avec une ville change la vie d'une personne et d'un texte, parfois plus qu'avec un humain. Et une fois que l'on a fait cette expérience si particulière, privilégiée et intense de l'écriture, on ne peut rester longtemps sans tenter de se replonger dans une autre. Et puis j'étais toujours à la recherche d'une ville sur laquelle ou avec laquelle écrire. Donc on a l'impression que ce qui était le moteur de ce nouveau livre, de ce premier roman, c'était plus l'envie d'écrire finalement sur une ville que d'écrire tout court. Et c'était plus l'envie d'écrire sur une ville que l'envie d'écrire sur Venise au départ. Oui. Oui, bonsoir. Et l'envie de rencontrer une ville. Et rencontrer est un mot étrange parce que en fait quand on écrit sur une ville ou bien et qui est devenu un projet pour une ville, on est à la fois bien sûr on rencontre comme on rencontre une personne, mais en même temps on est dans la ville, ce qui n'est pas le cas de rencontre avec une personne. Donc, mais aussi, c'est à la fois la particularité et le plaisir énorme de décrire pour une ville, parce que c'est à la fois tout ça. C'est-à-dire que c'est à la fois qu'il y a une sorte de plaisir de rencontrer comme une personne, mais en même temps, on est dans les entrailles d'une ville. Et puis aussi, on vit avec, les habitants vivent avec une ville et dans une ville et qui mènent une vie de la personne, mais avec tout en assistant la vie d'une ville. Donc en fait, c'est un rapport très complexe, je trouve. Et le côté d'écrire avec une ville, c'est-à-dire, c'est la ville écrit pour vous par moment, ou il y a des choses qui s'imposent à vous, qui font que... Qu'est-ce que vous avez écrit à Beyrouth ? Bon, à part évidemment ce qui est typique de Beyrouth, mais
Qu'est-ce que Beyrouth a fait à votre écriture, par exemple, ou qu'est-ce que plus tard Venise a fait à votre écriture, à votre manière de travailler? A fait, c'est-à-dire? Qu'est-ce que ça a changé en vous, dans votre manière d'écrire ou de raconter des histoires ou de... Qu'est-ce qu'il y a de spécifique à ces... Alors, je ne sais pas si ça a changé, mais ça a produit quelque chose, hein. Et parce qu'on n'est jamais pareil, en fait. Même si, quels que soient les thèmes, chaque fois, on n'est pas pareil. Donc ça, bien sûr que ça change, mais alors, comment dire? Ça change dans le sens où, oui, c'est là où je pense que la comparaison avec une personne est judicieuse. C'est-à-dire que quand vous mettons une histoire d'amour, vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas la personne que vous avez rencontrée précédemment dans votre vie. Et chaque fois, vous découvrez un peu une part de vous-même que vous ne connaissez pas. Et je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Donc c'est-à-dire qu'il y a à la fois, bon, bien sûr, les pensées qui sont bien sûr, on peut dire que mes propres pensées, mais que je n'aurais jamais pu avoir si je n'avais pas rencontré, par exemple, Venise. Et c'est dans ce sens-là que on peut appeler ça changement, mais on peut appeler ça découverte. On peut appeler cela comme une sorte de création de sculpture à partir d'une pierre. Il y avait déjà quelque chose comme ça, mais qui est réveillé grâce à la rencontre avec une ville. Et là, en quelque sorte, la ville vous a appris à voir certaines choses que vous n'aviez pas vues, mais qui venaient de vous-même. C'est quelque chose comme ça? Oui. Ou qui, à la fois qui venait de moi-même, et puis qui n'existait pas en moi, et que je découvre, ou bien que je commence à tisser. Et c'est ça qui est quelque chose de très, très excitant quand on écrit sur une ville, avec une ville, pour une ville. Alors, vous avez choisi Venise, ou alors peut-être que quelque chose a choisi Venise pour vous aussi bien, on ne sait pas. Hein. Enfin, plus tard, on verra que c'est plus compliqué que ça. Mais j'allais dire presque, et je crois que vous le dites presque mot pour mot dans le livre, c'est un choix malgré tout. Parce que Venise, des milliards de gens ont écrit dessus, parce que elle est trop romanesque presque comme ville, elle est... malgré la peur que ça peut vous imposer du pittoresque, du détail idiot, etc. Mais qu'est-ce que vous avez eu envie d'ajouter sur tout ce qui s'était dit sur cette ville? Qu'est-ce qui a fait que vous y êtes allé quand même? Vous savez que c'est pas gagné, mais vous y allez quand même. Oui, c'est vrai que c'était un énorme défi pour moi, parce que tout le monde a écrit sur Venise, et beaucoup de gens ont écrit, beaucoup de gens ont écrit sur Venise, et beaucoup de gens ont écrit des choses à la fois sublimes, et à la fois des grosses bêtises aussi sur Venise. Et il y a aussi des gens qui ont écrit sur Venise en lisant des livres sur Venise et en fantasmant cette Venise-là qui ont été écrits dans la littérature. Donc il y a une sorte de copie. Et qui fait que ça devient un peu étouffant. Et à la fois... c'est prétentieux de dire, mais je voulais savoir s'il n'y a pas de fenêtre à ouvrir pour avoir un peu de courant d'air. Et puis aussi, je ne dis pas qu'écrire sur Beyrouth était facile, mais en même temps, par rapport à Venise, bien sûr, les textes sur la ville de Beyrouth est relativement moins nombreux. Donc, je voulais avoir aussi ce défi de savoir comment on peut écrire sur un sujet qui a déjà été traité. Et je sentais un peu que... Alors,
c'est plutôt, on commence à lire des textes littéraires que je pressentais plutôt, parce que je lisais avant, je préparais un peu avant de faire le premier repérage à Venise, que je pressentais qu'il y a peut-être des choses que je peux découvrir. Parce que c'était d'abord il y avait voilà, on dit je dis qu'il y avait beaucoup de gens qui ont écrit sur Venise, mais c'est surtout des hommes. C'est relativement difficile de citer les noms d'autrices qui ont écrit sur Venise, et c'est souvent les hommes qui fantasment, qui ont fantasmé, qui fantasment sur Venise, la femme un peu mystérieuse, la femme un peu dangereuse, donc il ne faut pas trop s'en approcher, mais quand même on est attiré, tout ça. À un moment donné, mais c'est vrai, j'étais avec comme ça de piles de romans sur Venise, et je me souviens à un moment donné, j'étais chez moi et je disais, mais basta, ça va pas du tout. Déjà, donc j'avais une petite idée comme ça de découvrir côté femme de Venise. Ça, j'avais un petit projet comme ça là-dessus. Mais je ne pensais pas découvrir autant sur les plantes. Et ceci dit, vous avez trouvé une Venise qui en fait était très, je sais pas exactement comment dire, mais qui était relativement très bienveillante pour les femmes. Une ville où les femmes avaient été depuis longtemps peut-être mieux reconnues qu'un peu partout en Europe aux mêmes époques. Bien sûr, mais en même temps, vous savez, c'est un peu comme si quand on regarde, par exemple, les portraits d'une vedette, vient d'une effigie comme ça, et en regardant, en pressant quelque chose, on dit peut-être ce n'est pas le portrait juste de cette femme, peut-être, ou de cet homme, enfin je sais pas, de cette personne. Et peut-être elle a d'autres visages, elle a d'autres choses à raconter. En fait, oui, vous citez un portrait j'ai oublié lequel, je suis désolé, d'une jeune femme rousse, jeune, avec des papillotes. Là, Et c'est vrai que par rapport à la littérature, pardon, à la peinture renaissantesque, en gros, de l'Italie, elle a un air beaucoup plus futé, beaucoup plus déterminé, un peu maligne. Exactement, oui. Et alors aussi, une chose, on a parlé j'ai essayé de vous interroger sur cette crainte du pittoresque. Il me semble, là pour le coup, je ne suis pas sûr de moi, mais il me semble que pour ce qui est du pittoresque, en fait, comment dire, plus vous vous éloignez de Venise, plus vos descriptions sont précises, plus vous vous racez dans Venise, plus vous rejetez, on ne saura jamais de quelle couleur est le canal, de quelle couleur est le petit pont par-dessus, etc. Par contre, dès qu'on est sur une île un peu plus lointaine, ou dès qu'on est sur la lagune, là, vos descriptions gagnent en précision. Ah, c'est vrai. Moi, j'ai eu cette impression. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui l'ont déjà lu, le livre ? Ah, super, il n'y a personne. Non, ça veut dire... Non, mais c'est bien, ça va faire de la découverte. Bon, mais en tout cas, il n'y a personne pour confirmer, il n'y a personne pour dire aussi... Donc, c'est-à-dire que vous avez raison. Non, personne pour dire que je me trompe. C'est pas quelque chose dont vous avez eu l'impression de... La première fois que ça m'a frappé... Non, mais peut-être, vous avez raison dans le sens où je pense que j'ai mis... C'est vrai, j'ai essayé de décrire plus précisément sur les îles que les gens ne connaissent peut-être pas. Parce que c'est vrai que dans l'île principale de Venise, c'est comme on dit, on ne la présente pas. On ne la présente plus. Donc c'est vrai. C'est vrai que chacun a une imagination, et donc je peux laisser l'imagination de chaque lecteur de reconstruire un peu la Venise. Donc, mais c'est vrai que
les petites îles, même parfois, quand je parle d'une île, enfin des zones, même les Vénitiens ne vont pas parce que c'est relativement difficile à accès. Donc, dans ce cas-là, je fais plus attention à décrire la particularité de paysages, des flores. Oui, c'est vrai. Oui, Ouais, la première fois que ça me l'a fait, c'est la scène quand vous allez écouter un concert de musique contemporaine Pardon, au fait, il y a quelque chose dans le livre, j'ai pas pensé à en parler encore, mais il y est question, la dame qui dit je est une japonaise qui vit en France, que ses amis l'appellent Ryoko, qui vous ressemble beaucoup pour tout dire, qui fait de la cuisine. Mais est-ce que c'est bien vous? Je me suis posé la question à un moment. Est-ce que c'est bien vous ou jusqu'à quel point c'est vous? Alors, c'est vraiment très drôle parce que, bon, donc, encore une fois, sur la couverture, c'est écrit roman. Ouais. Alors, et j'ai eu ces discussions avec mon éditeur, Frédéric Boyer, donc, qui a dit « Bon, Yoko, cette fois-ci, on va mettre roman. Roman comme ça, t'es contente ?» J'ai dit « Oui, je suis contente. » Mais Est-ce que c'est Ryoko? alors, il y a beaucoup de journalistes qui m'ont posé la question de savoir, je sais pas, est-ce que c'est Ryoko, est-ce que qui existe, qui n'existe pas, et puis il y a des gens qui ont dit alors bon, un tel est cité dans les remerciements, un tel non, et donc je dis mais parce qu'à la fin, bien sûr, à la fin du livre, donc il y a des remerciements, il y a des noms de personnes. Et je dis, mais les remerciements font partie du livre. Donc, oui, bien sûr, font partie de fiction. Donc, il peut y avoir des gens que je remercie comme si ça existe, mais que ça n'existe pas aussi. J'ai pas vu si vous aviez remercié Consuelo dedans. Non, mais Elle s'est vexée du coup. Oui, bien sûr. Non, et c'est vrai que je pense que s'il y a 2% de fiction, le livre devient fiction. Et dans ce livre, justement, je voulais jouer vraiment sur ce statut un peu bâtard de fiction, mais qui a un pied dans la réalité, pour que la réalité, pour que la fiction dévore vers la réalité et que la réalité dévore vers la fiction. Et donc c'est comme une sorte de pont qui fait que peut-être, même aussi en fermant le livre, la fiction a continué. Mais pour moi, c'est clairement une des choses les plus agréables de votre livre, en tout cas de celui-ci. C'est parce que bon, vous avancez pas trop masqué quand même. Vous allez avoir au fur et à mesure que vous allez le lire, et j'espère que vous y prendrez autant de plaisir que moi. Il y a plein de moments où on se doute que bon, ça a été écrit dans un pays qui a inventé un proverbe qui est plutôt chouette, que j'aime beaucoup, qui se dit en italien, se non è vero è bene trovato. Si c'est pas vrai, au moins c'est bien raconté, c'est bien trouvé, quoi. Voilà. Et c'est vraiment quelque chose c'est une caractéristique de votre livre, et peut-être aussi de vous-même, de votre manière de penser, d'écrire. C'est-à-dire que jusqu'à un certain point ça va, et puis à un moment on s'aperçoit que ça va plus trop, et on se retourne, on dit mais elle est où la jointure, quoi. C'est à quel moment qu'on est passé de l'autre côté. Mais disons que ce pont qui est entre les deux, pour ce livre, ça a été fait vraiment exprès, parce que jusqu'à certains points, bon, bien sûr, comme je viens de la poésie, fiction, c'était vraiment nouveau jusqu'à certains points. Période de ma vie, je ne pouvais pas écrire ce qui n'existait pas dans la réalité. Et quand on trop
enfin, quand le plaisir de fiction, c'est extraordinaire. Je vous recommande à tout le monde de décrire une fiction. J'étais ravie comme un enfant qui a bon, c'était déjà le cas pour mon dernier livre sur les odeurs, qui était beaucoup plus, disons, les personnages étaient beaucoup plus fantomatiques. Mais cette fois-ci, c'est à la fois, bon, bien sûr, les fictions, mais les personnages qui, à la fois réels, à la fois pas réels, enfin, commençaient à se confonder dans la tête aussi. Et à la fin, j'étais vraiment triste. Parce que ça existait vraiment. Ça existait vraiment. Et aussi, pour ce livre, disons que ces mélanges entre la réalité et la fiction, je l'ai fait vraiment exprès aussi parce que, un peu dans le sens de la littérature pour les enfants, je garde vraiment le plaisir de ce premier moment quand on découvre ce que c'est que la lecture quand on est vraiment enfant et que à chaque fois qu'on ferme un livre, on est triste de quitter les personnages et puis aussi on veut que ça existe et qu'on croit que ça existe et puis en fait finalement la littérature de jeunesse est là à la fois, bon, bien sûr, pour donner ce plaisir aux enfants, mais aussi pour que, au fur et à mesure de certaines quantités de livres qu'on lit, qu'on apprenne que finalement, ceux qui ont existé dans le livre n'existent pas et qu'il faut faire la part des choses, que, bon, bien sûr, tous ces personnages fantastiques, le monde parallèle n'existe pas, mais que, voilà, donc quand on ouvre le tiroir, il y a des créatures fantastiques qui existent, mais quand on ferme le tiroir, c'est fini. Mais en fait, non. Il y a cette négociation à la fois, mais je vais pour ce livre, mettre vraiment 300% ce pouvoir de cette fiction qui peut avoir un effet réel dans la réalité. Et cette lanterne magique qui va vraiment exister dans l'avenir. Ben, je crois que dans ce sentiment de ravissement par rapport à la fiction, je crois qu'il y a un moment très précis où il s'incarne dans le livre, c'est quand, puisque ça s'appelle quand même Toulouse. Venise. Pourquoi pas dans l'avenir? Non, en fait, j'ai un souci avec Millefleurs, mais on en parlera plus tard. Donc, comme je pressentais le souci avec Millefleurs, j'ai buté sur Venise. Bref, le ravissement, je crois qu'il y a un endroit parfait où il s'incarne dans le livre très très tôt. C'est au moment où on vous montre un herbier. Et cet herbier-là déclenche chez vous un coup de foudre. Il faut appeler les choses par leur nom. C'est vraiment, c'est presque du fétichisme, c'est presque érotique, quoi. Cet herbier, vous avez besoin de vous isoler, d'être seul avec avec lui. Et voilà. Et c'est vraiment, je crois, là, ce que vous dites par rapport au ravissement de la fiction, je crois que c'est là que j'ai eu l'impression que c'est là que ça se nouait. Et qu'est-ce qui se passe là, à ce moment, dans cette rencontre, quand vous rencontrez cet herbier ou l'idée de cet herbier Parce que l'herbier, ce qui est extraordinaire dans l'herbier, c'est qu'à la fois c'est un objet, mais en même temps, ça a été fait par quelqu'un. S'il n'y avait pas une personne qui a fait la cueillette, ces plantes-là n'auraient pas existé. Et il y a quelque chose de presque magique. C'était comme si ces plantes ont été sauvées par une personne pour continuer à avoir cette existence qui est, bien sûr, elles ne sont plus vivantes, mais en même temps présente, très présente. Et parce que certaines plantes ont encore les odeurs. Il y a
le responsable d'herbier au Muséum d'histoire naturelle à Paris, Marc Janson, qui a d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle Botaniste, je crois, donc sur la vie extraordinaire de tous les botanistes en fait dans l'histoire. Et lui, qui est spécialiste de palmiers, qui raconte donc justement lui-même émerveillement de la collection d'herbier de muséum quand il ouvre, donc parce que le palmier, donc l'herbier est grand, il dit il y a l'odeur, il y a comme et aussi il y a une sorte de hologramme, le palmier qui apparaît en 3D. 3 dimensions. Oui, et aussi il dit la présence un peu fantomatique de ces botanistes qui ont fait la cueillette aussi, parce que parfois il dit qu'il y a des restes de son déjeuner qui est là entre les pages et donc c'est à la fois un objet mais qui est la trace d'une personne, et aussi parce qu'il y a aussi des descriptions manuscrites, donc c'est comme l'émotion qu'on peut avoir quand on découvre les lettres manuscrites de quelqu'un, et aussi en plus des plantes qui sont des autres vivants. Donc c'est un objet très animé, un objet très épais. Dans l'épaisseur de matériel, oui. Mais il y a aussi beaucoup de couches dans cette oui. Dans cet objet. Et justement, moi ce qui m'a frappé dans les premières fois que vous évoquez cet herbier, c'est que, comme vous dites, il y a le texte qui accompagne l'herbier, mais en fait c'est très gradué. Vous voyez d'abord la première chose qui se passe, c'est que vous voyez l'herbier. Et puis, vous êtes sensible à sa texture. Vous racontez comment les doigts hésitent sur les plantes. Est-ce qu'on peut les toucher? Est-ce qu'on ne peut pas les toucher? Comment il faut manipuler les feuilles, le grain qu'ont les feuilles, et tout ça. Et après, comme vous venez de le dire, il y a l'odeur qui s'offre à vous. Et enfin, au dernier moment, à la toute fin de tout ça, et je trouve que de la part d'une romancière, c'est magnifique, et la dernière chose que vous voyez, finalement, c'est celle qui semblerait être la plus importante, c'est le texte. C'est qu'à la fin que vous êtes sensible au texte. Il y avait du texte partout, mais vous ne l'avez vu qu'au bout d'un moment. Aussi parce qu'au début de césure, c'est une langue que j'ai un peu apprise, mais que je ne pouvais pas lire comme je lis en français, en japonais. Donc c'est aussi pour ça que je ne prêtais pas attention depuis le début. Donc il me fallait du temps. Mais c'est aussi, arrêtez-moi si je dis une bêtise, j'ai eu l'impression plus d'une fois dans le livre, et là c'est la première fois, que un des objets de votre livre, un des buts de votre livre, c'était de rendre sensible une espèce d'unité de la sensation dans toutes ses composantes. Alors, je repars de l'île de Saint-André, où il y a le figuier, mais il y a la nuit qui devient finalement la couleur de votre peau. Et j'ai l'impression que c'est souvent quelque chose comme ça que vous convergez de... Non, c'est pas... Oui. Et puis aussi, ce que j'ai découvert, et ce qui n'est pas souvent raconté justement quand on parle de Venise, c'est que bien sûr, on est souvent ébloui par la beauté. Bon, bien sûr, cette ville est très très belle. Il y a une longue histoire et la richesse artistique, mais c'est une ville qui est très très proche de la nature, de son environnement. Et je pense qu'il n'y a pas 10 000 villes qui sont comme ça, en relation permanente avec leur environnement. Bon, bien sûr, il n'y a aucune ville qui est complètement coupée de la nature. En fait, et chaque ville a, disons, négocié avec... et chaque ville et ses habitants négocient avec leur environnement. C'est ça qui met, en fait, finalement, plus intéressant
pour écrire comme matière que de décrire la nature sauvage, sublime. Chaque écrivain a son talent, mais c'est vrai que pour moi, ça ajoute une couche, ce rapport à la nature et les habitants. Et c'est vrai que Venise a ce rapport non seulement avec l'eau que tout le monde raconte, mais aussi avec la flore incroyable. Et puis, c'est vrai, les paysages sonores aussi qui est extraordinaire. Et alors moi, par contre, voilà, c'est une des raisons pour lesquelles je me suis un peu rué sur votre livre, c'est que il y a quelque chose de paradoxal, parce que j'ai eu la chance de passer 4 jours à Venise, la malchance de ne passer que 4 jours à Venise, et j'ai eu un peu la sensation contraire. Alors le rapport des habitants avec la nature, ça, je ne l'ai pas expérimenté parce que j'ai pas eu le temps de rentrer vraiment en contact avec les gens, mais Venise m'a paru au contraire un endroit où il y avait, par rapport aux autres villes italiennes, où la nature était extrêmement ténue. Et je me disais, mais en fait, c'est un peu logique. Quand chaque mètre carré, il faut des centaines d'années d'efforts pour faire un mètre carré sur une lagune, les gens, ils s'embêtent pas à planter des arbres. Et après, j'ai un peu vu ce que vous dites, c'est-à-dire que les arbres, on les voit pas parce qu'ils sont derrière. Ils sont du domaine privé. Oui, mais aussi finalement dans les places aussi, il y a des arbres, il y a des plantes, il y a des herbes sauvages. Et puis aussi, quand on parle de Venise, ce n'est pas seulement Venise, l'île principale, et c'est un archipel. Et je pense peut-être que s'il y a quelque chose que je n'aime. Alors, à la fois, je n'aime pas quand on me dit alors en tant qu'écrivain japonaise, mais en même temps, je pense que si j'ai vu ce côté, peut-être archipel, c'est parce que je viens d'un archipel aussi, enfin, et je savais que l'île principale de Japon ne peut pas exister sans ce rapport avec des centaines de petites îles qui sont aux alentours. Et peut-être c'est ça qui m'a fait plus voyager et puis être attentif au rapport que cette île principale a avec les îles aux alentours. Ouais. Alors de temps en temps, vous reprenez la métaphore de Venise est un poisson, puisque quand on la regarde sur la carte, c'est un peu la forme d'un poisson. Mais de temps en temps, c'est plus souvent, vous êtes effectivement sur Venise et la lagune qui l'entoure, sont un organisme en fait, un écosystème complet avec des interactions très, très fragiles et très importantes. Et puis aussi, c'est un peu comme un géographe qui arpente pour mesurer, par exemple, la taille exacte de quelque chose. Pour voir Venise, je pense qu'il faut vraiment voir les îles aux alentours. Et donc, il y a un herbier, et puis il y a alors je sais pas comment on dit, une herbière, une herboriseuse peut-être. Il y a cette jeune femme, enfin, quand elle faisait l'herbier, au moins, qui était une jeune femme, qui était du 19e siècle. Et comment elle se dévoile à vous, comment elle vous apparaît, qu'est-ce que vous investissez sur elle, qu'est-ce que vous projetez sur elle? Alors, depuis une quinzaine d'années, je peux dire que je pratique ce qu'on appelle la littérature de l'écoute en japonais. Donc kikigaki, c'est-à-dire on recueille les voix des autres pour en faire la matière de livres. Donc c'est une sorte de dialogue, soit avec les vivants, avec les vivants, parfois avec les morts. Et cette fois-ci, c'était avec Ilaria, donc cette Vénitienne qui a fait cet herbier. Et bien sûr, je ne pouvais pas dialoguer directement avec elle. Et toujours, en fait, dans cette littérature de l'écoute, la question éthique se pose. Parce que, justement, je ne peux pas
trop projeter mes imaginations sur elle. Donc, il y avait... C'était... mais j'avais envie d'imaginer d'imaginer savoir sur elle. Donc j'ai beaucoup écrit, j'ai écrit beaucoup de lettres à elle. Et j'ai posé plein de questions comme ça, sans réponse, bien sûr. Je sais pas, qu'est-ce que vous aimez écouter? Qu'est-ce que vous aimez, je sais pas. Qu'est-ce que vous mangez au petit déjeuner? Mais non, mais c'est vrai, c'est des choses toutes bêtes comme ça. Et bien sûr que toujours sans réponse. Et puis aussi, je voulais lui raconter ce qui est devenu Venise d'aujourd'hui. Ça, je pouvais le faire parce que et donc pour avoir cette matière à lui raconter, je suis allée auprès des habitants, habitantes, pour qu'ils me racontent ce qu'ils sont en train de vivre de cette ville où Eulalia a vécu. Et c'est vrai que c'est à la fois, bien sûr, à la fois un roman, mais aussi je le considère comme, en même temps, comme manuel de survie. Manuel de survie non seulement pour les habitants de Venise, comment on va garder l'âme de la ville malgré la crise. Économique, politique, environnemental, sur le tourisme. Et ce n'est pas seulement le problème de Venise, c'est le problème de beaucoup de villes d'aujourd'hui, même en France. Et donc, il y a beaucoup de... Donc, c'est aussi pour cela qu'il y a un côté très comme ça concret où je suis allée voir beaucoup de gens qui travaillent dans les associations pour la préservation à la fois de la nature, de la culture, de la vie de quartier et sans subvention de l'État, sans subvention de la ville, parce que c'est Mélanie, et qui développe une sorte de système D, mais c'est incroyable. Je dis, bon, ça c'est un peu la France de demain, donc peut-être qu'il y a des choses qu'on peut apprendre pour... La France de demain? La France, je sais pas, mais... le système... oui. Oui, parce que vous décrivez une Venise très citoyenne, très déterminée, tout avec des expériences culturelles en tous les sens. C'est pas du tout passéiste. En fait, le contraire de la Venise décadente. Oui. Et quand j'ai vu ça aussi, donc bien sûr, il y avait cette découverte de l'herbier qui m'a permis d'imaginer le passé de Venise, mais aussi cette envie de raconter Venise d'aujourd'hui que les gens, en fait, les étrangers qui visitent Venise ne connaissent pas forcément, mais qui sont très très beaux et que j'avais envie de montrer, de soutenir aussi. Et il y a ces porteurs de l'espoir aussi, parce qu'il y a des qui arrivent parfois à des actions, mais vraiment concrètes. Donc, il y a aussi un truc je sais pas, mon expérience n'est pas super intéressante, mais en tout cas, moi, ce qui m'avait surpris, c'est que dès qu'on s'écarte un peu du parcours San Marco, Rialto, Ghetto, en fait, on se retrouve avec des rues tout à fait tranquilles où il y a... alors, effectivement, si vous essayez d'aller au Rialto, vous êtes coude à coude, mais vous marchez 10 minutes plus loin et puis il n'y a plus personne. Vous êtes tranquille et vous pouvez profiter de Venise. Alors justement, le marché, etc., une autre des caractéristiques de Venise qui vous fascine, c'est les modes de déplacement. C'est-à-dire que visiblement, selon comment on s'y déplace, on ne voit pas la même chose, on n'a pas les mêmes sensations. Voilà. Et puis il y a aussi différentes manières de s'y déplacer sur l'eau. En fait, tout ça, il y a quelque chose qui est très... Là aussi, que je trouve
presque d'organique là aussi. Je pense que c'est un grand laboratoire de cinq sens. Des cinq sens. Des cinq sens. À chaque pas, on ne voit pas la même chose, on ne voit pas la même lumière et on n'entend pas la même chose. Et puis c'est vrai que ce que dit Luigi Nono, le compositeur qui est né à Venise et qui a fait d'ailleurs à la fin de sa vie beaucoup de collectes sonores de la ville de Venise, m'a beaucoup appris. Parce qu'il y a des archives de Luigi Nono qui est à Giudecca et un peu à la fois, donc je suivais les pas de Di Alia et je suivais les pas aussi de Nono aussi pour entendre les sons différents. Donc c'est vrai que par exemple les sons de cloche quand on est dans la ville, dans l'île principale ou bien dans Saint-Michel, dans Giudecca, mais et chaque fois que justement à chaque pas les réverbérations, les résonances ne sont pas pareilles. Et il y a une sorte presque de jouissance, c'est vrai, de cinq sens. Oui, parce que vous racontez que c'est comme les muezzins à Istanbul. Ils chantent tous les mêmes prières, mais chacun d'une manière différente, et que les cloches de Venise font exactement pareil. Elles sonnent en même temps, mais aucune n'a le même son. Ouais, Et il y a aussi une autre image qui m'a frappé dans le livre, c'est... Alors c'est le contraire. Il y a un envers du livre, je trouve, c'est le cloisonnement. Vous parlez à un moment de l'emprisonnement, des lieux qui étaient consacrés à l'emprisonnement des femmes en particulier, que ce soit des prisons, des asiles psychiatriques, etc. etc. Mais il y a aussi cette image que vous donnez de chaque île comme étant un peu, même si elle est reliée par des liens fonctionnels aux autres, c'est quand même un peu chaque fois une forteresse. Des fois c'est tout à fait une forteresse. Et puis il y a les quartiers aussi. Il y a un moment où on a l'impression que Venise, c'est pas une ville, c'est un pays. Alors ça a été un pays à une époque, mais un pays au sens ample du terme, et que chaque quartier est un pays, puisqu'il y a, par exemple, il y a quelqu'un qui dit, le vent, c'est le vent qui vient de telle place, là, c'est des... Et puis il y a aussi ce côté qu'on a, qui est un peu un cliché de Venise, c'est la Venise secrète, repliée sur Quelle importance ça joue le cloisonnement dans votre perception de Venise Alors, je pense que c'est un peu la particularité justement des archipels, parce que si j'étais attentif à ces îles, des petites îles, par exemple, qui étaient à la fois utilisées pour des fins militaires, que pour isoler les gens, pour diverses raisons. Au Japon, c'est pareil. Il y avait historiquement beaucoup d'îles, par exemple, qui des sanatoriums de la maladie de Hansen, et une fois envoyés, ils ne sortaient pas, et bon, bien sûr il y avait des îles qui servaient de prison, et donc c'est vrai, les îles peuvent avoir à la fois donc qui sont entourées de l'eau, donc on peut dire qu'il est ouvert, mais à la fois ultra fermé. Et puis il y avait toujours ces deux thèmes qui étaient liés, c'est-à-dire qu'à la fois donc dans cet ancien hôpital psychiatrique qui enfermait les femmes, dans les archives, j'ai trouvé la commande des plantes pour le potager. Donc, bien sûr, quand c'est un lieu fermé, je ne dis pas qu'ils étaient une autarcie parfaite, mais il y avait une bonne partie de légumes, par exemple, qui étaient cultivés là-bas. Il y a encore dans la prison des femmes aujourd'hui à Giudecca qui est un potager. Et puis ça aussi, donc je l'avais appris au Japon dans ce sanatorium de maladie de Hansen. Bien sûr, la maladie de Hansen
personne ne voulait s'en approcher. Et donc, ils élevaient leurs cochons, il y avait des légumes, enfin des potagers. Et c'était aussi des premiers à mourir lors de la Première et Deuxième Guerre mondiale, parce qu'il n'y avait aucun approvisionnement. Et donc, je pense que cette histoire de cloisonnement était déjà, je pense, que dans mes préoccupations avant même d'aller à Venise. Et puis aussi, il faut que vous nous parliez de... alors, c'est un livre, c'est vraiment un livre de promenade, pas au sens où on se promène dans Venise, on regarde, mon Dieu, à gauche, à droite, etc. Mais c'est vraiment un livre où on circule d'une idée à l'autre, où on erre, où on médite parfois, on apprend des choses à d'autres fois. Et du coup, ça vous a conduit... C'est un livre qui est... J'insiste, c'est un livre qui est aimable à lire, qui est agréable, sur lequel on se... Ceci dit, j'ai mis longtemps à m'en apercevoir pour vous dire, c'est que, en fait, c'est un livre il y a une structure assez compliquée, puisque votre manière de raconter ce que vous avez envie de raconter, ce qui est important de raconter dans ce livre-là, ça vous conduit à écrire 5 textes différents. J'ai compté, il y a 5 textes. Ben oui, parce qu'il y a ce que vous racontez. Ensuite, il y a ce que écrit Hilaria dans son herbier. C'est un deuxième donc les texte. citations. Ensuite, il y a les lettres que vous envoyez à Hilaria. Ensuite, il y a... j'ai dit 5. Ensuite, les lettres à Hilaria. Il y a votre herbier, puisqu'en fait, en réaction à Hilaria, vous faites votre propre herbier. Et ça serait bien qu'on parle aussi de votre herbier. Et enfin, le plus vicelard de tout, c'est qu'il y a un 5e texte, c'est que vous ne mettez pas des photos de l'herbier d'Hilaria. Vous racontez ce qu'il y a. Donc c'est un 5e texte qui ne ressemble pas du tout aux autres, qui est très sec, très précis, etc. Pourquoi ce dispositif? Parlez-nous-en. Voilà, c'est trop beau c'est de naviguer systématiquement d'un texte à l'autre, d'une ambiance à l'autre. Parce que je pensais tout simplement que dans la vie, l'histoire, disons, les drames ne se produit pas comme ça de façon linéaire, oui, justement. Parce que c'est comme s'il y a... Et je pense que c'est là où je suis vraiment la tradition de cette littérature de l'écoute. Bon, bien sûr, il y a des écrivains qui font des romans polyphoniques. Mais cette fois-ci... Et donc, c'est une sorte aussi, on peut dire, polyphonique, mais plus disparate, parce que la nature de texte n'est pas pareille. C'est pas comme si il y a 6 personnes qui est là à table et qui chacun raconte des choses, parce que déjà, donc les textes d'Hilaria, il faut les citer tels quels. Et les gens des habitants de Venise qui me racontent leur propre expérience, il fallait les transcrire autrement. C'est-à-dire que chaque fois, j'essaie d'être justement le plus sincère possible, enfin plus sincère, ou bien plus... oui, et c'est un peu comme ce projet lui-même de faire le portrait de la ville comme cette ville voulait être représentée. Et aussi comment transcrire chaque voix pour que les lecteurs sentent pareillement que ce que j'ai entendu. C'est un peu comment transcrire les sons de cloche. C'est un peu ça. C'est une sorte de partition. Et il y a plusieurs instruments différents. Donc, il faut transcrire les tonalités propres à chaque voix et la nature de texte est différente. Donc, entre le dialogue et dialogue et le journal intime aussi, c'est différent. Si, j'entends, je valide. Et puis on peut pas. C'est bien d'adapter la forme dont on parle à ce dont on veut parler, quand on a cette possibilité, quand on est capable de le faire.
Et peut-être la dernière chose aussi, c'est que alors, j'ai dit dès le départ qu'il y avait peut-être un rapport un peu compliqué avec la réalité dans votre ouvrage. Avec, il y a des choses, à un moment on se retourne et puis on ne sait plus où est la jointure. Il y a presque un côté science-fiction dans votre livre, parce que vous vous posez plusieurs fois la question de savoir si les lettres que vous envoyez à Hilaria, comment Hilaria pourrait-elle répondre? Et pendant longtemps, vous dites, elle ne peut pas répondre. Et puis à la fin, elle a quand même trouvé un moyen de vous répondre. Enfin, disons qu'à la fin, il y a quelque chose qui fait que... bon, évidemment, on parle de Pavé, on parle de Venise, on ne peut pas ne pas penser à Proust, mais il y a quand même quelque chose qui fait que... si, en fait, il y a quelque chose du passé qui a réussi à imaginer notre futur. Je pense que, vous savez, en ce moment, il y a beaucoup d'écrivains, par exemple, qui écrivent sur la vie des personnes réelles, mais qui étaient, par exemple, un peu dans l'ombre, et que c'est une façon de faire exister aussi. Bien sûr, il y a quelque chose comme ça dans ce livre. Et aussi, c'était non seulement Hilaria, mais aussi quand j'ai vu aux archives de cet ancien hôpital psychiatrique, donc il y avait à peu près 800 photos de femmes. Et j'ai envie de dire, et je dis toujours, je les ai rencontrées. Je n'ai pas vu les photos, je les ai rencontrées. Et c'est vraiment étrange, parce que quand j'ai mis vraiment de temps, j'ai pris vraiment le temps de rencontrer chaque femme. Ça a mis plusieurs jours aux archives, et j'avais l'impression parfois de connaître une petite photo nous raconte tellement de choses, et les photos nous regardent, enfin ces femmes nous regardent, et je leur ai dit, puisque qu'on a croisé le regard, j'ai cette responsabilité presque, j'enlève le presque, j'ai cette responsabilité donc je ne raconte pas la vie de toutes ces femmes, mais incarnée dans cette dans cette Hilaria, et qui est là derrière. Il y a toutes ces femmes que j'ai rencontrées et que j'avais envie qu'elles existent, ou bien qu'elles sentent, même après la mort, qu'il y avait quelqu'un qui était intéressé à leur vie, et qu'il voulait dialoguer avec elles. Et qui nous donne les graines pour la Venise de demain aussi. Yes. Écoutez, je pense qu'on s'est un peu assis sur le chronomètre là. Je suis désolé. Non, je suis ravi en fait. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser à leur tour quelques questions rapidement? On ne va pas y passer des heures et des heures, mais est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions à Ryoko Sekiguchi à ma place? Oui, bien sûr. Il faut que ceux qui veulent poser des questions, il faut parler dans le micro, parce que les entretiens sont enregistrés. Si vous ne parlez pas dans le micro, on n'entendra jamais votre question. On a dit bien sûr qu'il y avait une part de fiction, mais j'ai l'impression que cet herbier, il existe. Vous l'avez rencontré, vous l'avez vu. Alors, vous voulez peut-être pas le dire. Non, mais tout à l'heure, j'ai parlé de la réalité et la fiction. Mais est-ce que, comment dire, dans un livre, quel est l'intérêt de démêler? Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que je pense que le plus important, c'est
Est-ce que, comme tout à l'heure, quand j'ai parlé d'un enfant qu'il y a un livre, est-ce qu'il se soucie du fait que tel élément est dans le réel et tel élément est dans le livre? Non? Je pense que le plus important, c'est à la fois pour écrire et et en lisant, de vivre réellement. Et à ce moment-là, ça devient réel. Je suis tout à fait d'accord, mais s'il est réel, cet herbier, est-ce que vous n'avez pas été tenté à un moment donné de mettre des photos? Ou est-ce que la question s'est posée plutôt que de le décrire? Ça manque pas à la lecture, hein, le fait qu'il n'y ait pas d'image. Mais est-ce que, j'imagine que c'est très beau. Alors, non. Ça aurait pu être une tentation. Alors, non, comme justement on m'a souvent posé cette question, mais personne n'a posé la question de savoir si on ne met pas les photos de ces femmes. Ça, on aurait pu et on aurait dû poser cette question-là. Mais je pense aussi que personne ne met en doute l'existence des femmes dont il est question dans ce livre. Ah. Non, je trouve qu'elles ont beaucoup de réalité, ces femmes. On ne met pas en doute, pas une seconde en doute le fait qu'elles aient existé. Non, mais je veux dire que les femmes, les femmes qui étaient internées. Oui, tout à fait. Oui, Est-ce que quelqu'un d'autre veut poser des questions? Une question? Merci. J'avais essayé d'écrire une première question qui était un peu chiante pour tout dire, mais disait à quel point c'était un livre qui était comme pas mal de grands livres. Vous ne saviez pas par quel bout le prendre une fois que vous l'avez fini. Est-ce que c'est un livre qui parle de ceci? Est-ce que c'est un livre qui parle de cela? Est-ce que c'est un livre qui va de là à là, mais par quel détour il fait, etc. etc. Ben, je maintiens. C'est vrai que Irène, ça donne envie, je suis d'accord. Parce que, à cause de ça, de cette vitalité qu'il a. En fait, je veux juste ajouter la dernière chose, c'est que c'est vrai que ce livre, j'ai peut-être plus de facilité à, disons, à le défendre, parce qu'en général, on ne dit pas, mais lisez mon livre, c'est un peu ridicule. Mais ce livre, je le considère comme un livre collectif. Et c'est vrai que j'ai collectif, parce que c'est que j'ai fait avec ses habitants, et pour une sorte d'utilité publique. Donc, pour Venise, donc j'ai envie que beaucoup de gens voient cette Venise-là. Et c'est vrai, vous allez y trouver une Venise qui est vraiment débarrassée des clichés touristiques, même pas pour les critiquer en fait. Il y a une seule passage, je trouve, il y a deux choses, oui, ça j'aurais bien aimé qu'on en parle aussi. Le problème de la privatisation des îles, voilà, c'était ça, le problème de la privatisation des îles. Ah oui, non mais bien sûr, ah oui, mais ça j'ai un épisode à vous raconter qui n'est pas dans le livre. Non, mais parce qu'il faut toujours raconter les épisodes quand on est avec eux, parce que pour dire que je ne vais pas le résumé de livre. Et bien sûr qu'il y a beaucoup de riches qui sont là, il y a beaucoup de privatisation des petites îles où les habitants n'ont pas accès parce que ça a été acheté par un groupe hôtelier, etc. etc. Mais encore une fois, ces collectifs mènent des combats et parfois ils gagnent. Et il y avait une association avec laquelle j'ai beaucoup travaillé et qui a réussi tout récemment, il y a quelques mois, à avoir la concession d'une partie d'une île qui était abandonnée et
Et que donc il y avait beaucoup bien sûr de compétition. Il y avait des gens qui étaient plus pour le business, pour le développement, pour le tourisme. Et le fait que cette association a gagné pour préserver plus l'environnement, mais tout en ouvrant cette partie de l'île, par exemple aux enfants, pour les workshops, ça, je trouve ça assez extraordinaire. Et il y avait une chose que je n'ai pas dit aussi dans le livre, parce que la vie continue. Il y a récemment donc la municipalité qui en prenant prétexte d'un grand arbre à côté de la place où il y a des bus, un grand arbre est tombé, donc qui a fait quelques dégâts. Et la municipalité a décidé de couper comme ça en prenant ce prétexte d'autres arbres qui existent dans la ville. Et bien sûr, les habitants étaient contre parce que sans faire des examens profonds sur l'état de santé de chaque arbre, et d'ailleurs c'est pour ça que cet arbre est tombé. Et donc ils ont décidé de dessiner les yeux sur le tronc des arbres. Les arbres vous regardent. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Et bon, bien sûr que quand même, malgré ça, il y avait quelques arbres qui étaient coupés. Et donc, sur le tronc coupé, ils ont dessiné, et comme ça, les grands bouches, grands ouverts, qui est comme une sorte de monstre qui n'était pas content qu'on l'a coupé. Et ça, je trouve ça... Mais une façon de lutter, mais avec... je ne dis pas avec l'humeur, mais en même temps, c'est très juste. Parce que chaque arbre vous regarde. Et puis aussi, il y avait les participations avec les enfants. Les enfants dessinaient les yeux sur le tronc des arbres. Et ça, je trouve ça mais vraiment très intelligent, très... Voilà. Donc c'est en cela que c'est un manuel aussi. Concret. Merci beaucoup, Madame Sekiguchi. Merci beaucoup, mille fois. Vous avez écouté Ryoko Sekiguchi, autrice de Venise mille fleurs chez POL, à la librairie Ombre Blanche le 10 février 2026. Ryoko Sekiguchi a aussi publié chez cet éditeur La Voix sombre, Nagori, 961 heures à Beyrouth et L'Appel des odeurs. Elle a aussi traduit Le Club des gourmets et autres cuisines japonaises. Réalisation et mise en onde de la rencontre, Radio en collaboration avec Radio Plus et Radio Terre.